Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Juliette Bonnet-Berne. Bonjour Julien. Juliette, je suis très contente de te donner la parole pour faire ce voyage en 2030 glorieuse que je fais depuis maintenant quelques semaines, mois, d'épisodes en fait, plus simplement auprès des salariés de la Nef. Le podcast 2030 glorieuse, il existe depuis 4 ans. Depuis 3 ans, il est soutenu directement uniquement par la Nef, parce que ça a du sens, forcément, c'est la banque des 2030 glorieuses, donc ça marche. Et à la fois, avec l'équipe de communication, là, Chloé, Amandine et compagnie, on s'est dit, mais en fait... comment on peut se servir de la puissance des 2030 glorieuses pour que, en fait, on ait ce prétexte à se découvrir, à se connaître différemment de toutes les conversations qu'on a l'habitude de jouer, voilà, à la machine à café et consorts. Et donc, aujourd'hui, on fait ce voyage en 2030 glorieuse pour porter plus haut encore nos valeurs pro, sans doute, on en parlera un peu, mais aussi perso. On va dérouler la conversation sur une quinzaine de minutes, on va passer par plein de questions, mais la question que je te pose d'abord, Juliette, c'est imagine que tu as un événement, tu rencontres des gens, carrément pas de ton milieu, que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, et arrive cette question fatidique un peu de alors toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds? Moi je réponds, assez rapidement en disant que je bosse pour une micro-banque écolo. Parce que pour moi ça permet de raconter plein de choses. Je mets le mot banque, même si on n'est pas vraiment encore une banque, mais parce que ça permet tout de suite aux gens de comprendre, ce qu'on fait. Je mets micro parce que, ça donne tout de suite une idée de la taille, et je mets écolo tout de suite après parce que ça permet du coup de comprendre qu'il y a un axe qui est très fort, qui est celui, de l'écologie. Mais voilà, après je vais expliquer un peu plus, dans le détail le projet, mais souvent j'accroche un peu comme ça. Et puis je rassure tout de suite derrière sur le fait que moi je suis pas banquière pour autant, et que j'ai un métier dans cette micro-banque écolo qui est celui de chargée de vie coopérative. Et donc là souvent j'explique le projet coopératif et collectif, de la Nef et un peu plus mon métier. Ouais, du coup, ça apporte plein de questions tout de suite, en fait, hein. Et je t'avoue, en plus, que là, tu me dis, je travaille dans une micro-banque. C'est la première fois de toutes les personnes à qui j'ai donné la parole de la Nef que j'entends le petit préfixe micro à coller à la banque de la Nef. Quelques centaines de millions d'euros, quand même, hein, qui sont dans les caisses de la Nef, à l'immeuble ou pas. Vous imaginez tous comme ça descendre au -3 et voir ces réserves de lingots d'or stockés. Ces micros, tu y vas un peu fort, tu veux provoquer, ou en fait c'est une manière de présenter la banque assez classique chez vous? Quand bien même la Nef a l'ambition quand même de peser, si on remet la Nef dans le contexte bancaire, on reste une toute petite banque. Et donc c'est surtout ça aussi, de montrer que c'est un projet qui est hyper atypique, qui est à la fois suffisamment ancien pour avoir fait ses preuves, et être aussi clairvoyant dans son projet qui est toujours vraiment d'actualité, mais qu'en même temps l'ambition de se développer, elle rencontre des freins. Et du coup voilà, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui la Nef lance des campagnes de mobilisation, de collecte. C'est parce qu'elle a l'ambition de grossir, mais voilà, c'est aussi de réexpliquer que pour pouvoir grandir et prendre plus de place, on a besoin du coup d'être rejoint. Ouais, bien sûr. Et à la fois, tu le disais aussi, tu vois, on peut de temps en temps se limiter au vers quoi, au pourquoi, mais pas trop atterrir sur le comment. Et ça se voit pas mal dans des entreprises, dans des assos aussi, beaucoup. Moi, j'ai eu l'occasion de, de vadrouiller un peu, j'allais dire. On a l'impression de l'extérieur que l'entreprise est forcément
et la structure et l'organisation hyper engagée et donc très alignée et fait un travail au quotidien avec une équipe forcément qui est épanouie, consultée, etc., etc. Alors qu'en réalité, on a tendance à oublier le comment. Et toi, ton métier, c'est de t'intéresser uniquement au comment en tant que chargé de coopérative. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est aussi important pour toi d'arriver à apporter cette cohérence à l'intérieur de la nef? Bon, parce que la manière de faire est aussi importante que la finalité. On se le dit souvent, ça, sur des projets ou sur des visions de ce qui nous paraîtrait juste. C'est qu'on peut avoir toutes les belles valeurs qu'on veut, si c'est pour les appliquer de manière complètement descendante, euh, non seulement ça prendra pas, mais du coup ça a pas de sens. Euh, et le comment, en fait, c'est pour la nef et pour les coopératives en général, le fait de permettre aux gens de se réapproprier les choses. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, ben les projets ont de l'ampleur parce qu'ils adviennent des gens eux-mêmes. Ouais, et à la fois, enfin, si je veux être un poil provocateur, un chargé de vie coopérative dans un abattoir, ça marche pas, si? Eh ben, figure-toi qu'en 2030 Glorieuse, Julien, je suis sûre que que ça advient, par exemple. Parce que c'est déjà le cas aujourd'hui. Heu et du coup, bah, voilà, si on fait tout de suite un pas en 2030, effectivement, pour moi, je suis convaincue que les collectifs sont devenus très, très nombreux et s'appliquent à plein de formes, différentes, que ce soit dans le domaine de l'habitat, du jardinage, des consommations, de l'éducation, que sais-je, et pourquoi pas dans le domaine des abattoirs. Pour moi, les collectifs ont vraiment pris de la place, euh, et même dans les institutions, en fait. Cette volonté de se réapproprier et de remettre de la démocratie, de la transparence, elle est devenue très forte chez les gens, euh, jusqu'aux institutions. Euh, Enfin, rappelle-toi, Julien, on a connu les marches pour le climat. Et ben moi, je suis persuadée que on suivit des marches pour la transparence et pour la démocratie, et une crise institutionnelle, en fait. Enfin, les gens en avaient marre de rien comprendre à l'administration ou à comment les décisions étaient prises. Et du coup, il y a eu une volonté de reprendre le pouvoir à différents endroits, quoi. Que ce soit sur la manière de percevoir des impôts et de les redistribuer, sur la manière voilà, d'analyser les aides sociales, de les distribuer, Pôle emploi, l'éducation, enfin bref, quoi, à différents niveaux des institutions. Il y a eu ce débat-là, et pour moi, il y a eu une vraie crise institutionnelle qui a permis derrière, enfin qui a obligé du coup les institutions à intégrer davantage les citoyens, les citoyennes dans leurs décisions et à le faire en transparence. Et, euh, et pour moi, le modèle coopératif a inspiré. Donc après, que ça s'applique en coopérative ou avec d'autres statuts, finalement, peu importe, tant que l'intention, c'est de rendre compte des décisions et de faire participer au maximum pour que ce soit collectif. Et donc moi, je suis persuadée qu'en 2030, les collectifs comme ça ont vraiment émergé, sont vraiment pluriels et qu'il y a toujours besoin de personnes pour les accompagner. Parce que les gouvernances sont peut-être complexes, parce qu'il y a ce précieux facteur humain qui est pas toujours évident. Et donc le métier que j'exerçais en 2023 de chargée de vie coop, qui était très, très atypique, ben, en 2030, il s'est complètement généralisé et c'est devenu un métier, voilà, qu'on retrouve à plein d'endroits différents. Et tu parlais d'abattoir tout à l'heure, qui est un point de la filière, voilà, de l'élevage, qui est une filière agricole. Euh, et ben moi, je pense que dans la filière agricole, par exemple, il y a un vrai besoin là-dessus, et tout ce qui est bouffe, alimentation locale de qualité, paysanne, déjà pour moi en 2023, c'était un sujet important. Et en 2030, pour moi, ça prend encore plus de place dans mon quotidien. Et justement, dans des collectifs de maraîchers, d'arboriculteurs, de paysans. Euh,
voilà, ces métiers agricoles, ils ont tellement été acculés en termes de précarité qu'ils n'ont pas eu trop d'autres choix que de s'organiser collectivement et de s'entraider en fait. Euh, et les agriculteurs ont toujours le réflexe de mutualiser comme ça des machines agricoles dans les fameuses CUMA, les coopératives agricoles. Et du coup, pour moi, en 2030, ils ont aussi mutualisé des chargés de VICOP paysannes pour les accompagner dans leur prise de décision, dans leurs organisations collectives, dans leur réflexion sur la commercialisation sur le territoire. Et pourquoi pas les abattoirs aussi, qui font partie de cette filière-là. On est donc passé du putain de facteur humain au précieux facteur humain. Et finalement, aujourd'hui, c'est vraiment l'énergie infinie, ce facteur humain, parce que on sait l'entretenir, on sait l'orienter. Je te dis pas que c'est facile, je te dis pas qu'il y a des couacs, je te dis pas qu'il y a pas des ralentissements, mais en tout cas, on a intégré le fait qu'on devait tous et tous se former à ces sujets et se former sur le temps long et se former toute la vie. Mais on ne pouvait pas continuer à être simplement dans des expertises techniques, il fallait qu'on soit aussi dans des expertises humaines, c'est devenu évident ça en 2030 Glorious. Ouais, complètement. Tout un tas de choses qu'on pourrait dire et moi là tu vois je t'entends et je vois te dérouler la pensée et je me dis qu'en fait c'est vraiment 45 minutes que j'aimerais avoir pour échanger avec toi et à la fois le temps file donc on va continuer à avancer. C'est une question pas évidente mais je te la pose quand même. Là quand je pose la question à un banquier itinérant et je lui dis alors c'est quoi selon toi là le dernier projet, un des projets que tu as financé récemment, que tu as aidé à financer en tout cas qui, selon toi, contribue absolument, qui représente absolument les valeurs des 2030 Glorieuses. Si toi, je te posais cette question d'un projet de la nef soutenu par la nef, qui, là, pour toi, a toute sa place en 2030 Glorieuses, tu me dirais quoi? Eh ben, je te répondrai le projet de la fabuleuse cantine à Saint-Étienne, dans la Loire, qui est un tiers-lieu nourricier, c'est comme ça qu'il se présente, et qui est un espace de restauration à partir d'invendus de produits locaux, bio, agriculture raisonnée, tout ça, et qui fait du coup une restauration très créative et avec des prix du coup super accessibles. Et ce projet a été financé par la nef il y a 12 ans. Et moi, j'ai côtoyé ce projet-là à l'époque où je travaillais à Saint-Étienne, il y a bien plus longtemps que ça, du coup. Et le démarrage de ce projet-là, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi aussi. C'est parce que je me rappelle de cette phase vraiment d'émergence du projet. C'est un endroit où on a testé énormément de choses avant de stabiliser vraiment l'idée définitive. Par exemple, on avait aménagé des espaces des sortes d'ateliers en fait, qui permettaient à différents cuistots de se lancer, d'essayer une nouvelle carte, des nouveaux menus, des nouvelles recettes. Et c'était vraiment un espace de test très simple et en même temps hyper créatif. Et les gens venaient manger là, du coup, à des prix imbattables. Et donc, ça répondait vraiment à quelque chose de l'ordre de l'accessibilité et en même temps des espaces de créativité et de test qui manquent parfois pour innover et pour essayer des nouvelles choses. Et donc moi, c'est ce que j'aime vraiment dans ce projet-là, c'est cette créativité-là, la capacité à garder, à tester des options et puis à garder ou à laisser ensuite et de pas se mettre la pression sur le fait de tout calibrer dès le départ. Et c'est cette philosophie qui me plaît parce que ça garantit des surprises et ça garantit aussi d'être en phase avec les gens en fait et avec ce qui se passe dans la réalité parce qu'on s'adapte aussi à eux. Ouais, ta recommandation elle me fait penser à un épisode du podcast 2030 Glorieuses dans lequel j'avais donné la parole à Vanessa Krisev, qui a fondé le Réchaud. C'est un projet solidaire qui est avec des cuisinières pro pour des personnes soit en situation d'exclusion à la rue, mais en général des personnes qui sont réfugiées. Et ils font ça aux 5 Toits à Paris. Là, c'est un centre d'hébergement. C'est absolument génial. Et ça me fait un peu penser à ce dont tu me parlais. Est-ce que tu as là maintenant qu'on se fait une recommandation, bon, en l'occurrence, c'est pour un enrichissement gustatif, mais si jamais il y a un enrichissement culturel que tu avais envie de nous proposer, toujours en lien avec ces 2030 Glorieuses qui te sont chères, qu'est-ce que tu nous recommanderais comme, je sais pas, lecture, visionnage, écoute? Alors moi, je vous propose un livre de Bérengère Cournu qui s'intitule Née contente à Oraibi. Donc Oraibi, c'est un village amérindien sur les hauts plateaux d'Arizona. Et donc c'est un récit, c'est une fiction, un roman. C'est une région super désertique
et ce peuple amérindien, donc les Hopis, ont développé une cosmogonie, voilà, extraordinaire, assez incroyable, avec des espaces d'échange, de communion entre la vie, la mort, entre les hommes, les esprits, les animaux. Enfin, c'est assez incroyable, en fait, de traverser le vécu de ces peuples-là, et je trouve ça extrêmement puissant parce que par la fiction, heu, on vit ce décalage, culturel. Pour moi, c'est vraiment un décalage culturel très fort, qu'on retrouve pas forcément quand on regarde un documentaire, parce que je trouve que le documentaire, il y a quelque chose qui est raconté ou qui est descriptif, et c'est vrai que dans un récit, dans une fiction, on est dans la peau d'un personnage et du coup, on vit les choses vraiment avec émotion, et ça laisse une empreinte, en chacun de nous quand on vit dans la peau d'un personnage, et pour moi, ce décalage culturel est dans ce livre-là très fort. C'est aussi le cas pour d'autres livres de Bérengère Cournu, et ça me rappelle toujours que, voilà, que je suis, née en France, que je suis occidentale, et qu'on a quand même, grandi dans notre culture qui est quand même hégémonique à l'échelle mondiale, qui a beaucoup, voilà, écrasé, un peu effacé d'autres types de cultures, et donc ces récits-là, moi, je les chéris. C'est des espaces qui sont vraiment forts pour moi parce que ça me rappelle que, il y a vraiment différentes manières et incroyablement, différentes de vivre sur terre et d'appréhender, les choses qu'on voit, mais aussi les choses qu'on voit pas et qu'on ressent, et moi, ça m'impressionne toujours la capacité de l'humain, d'être aussi varié, en fait. On est une espèce, vivante assez incroyable, et voilà, ça me rappelle à ça, et je me dis que personne ne pourra vraiment saisir l'humain, complètement dans toutes ses dimensions, vu tout ce qui est vécu sur terre. Et ben justement, c'est une question, là, pas préparée, Juliette, donc dis-moi si, tu veux t'y essayer, mais les 2030 glorieuses, à ton avis, depuis la fenêtre de la, je sais pas, de la cahute, de la tente, de la cabane, de la maison, d'un ou une Hopi, c'est quoi à ton avis? Hem Et ben, c'est ce qui est bien avec 2030 glorieuses, c'est qu'on peut se lâcher. Ce que j'y vois forcément, c'est des montagnes, donc de l'altitude, vu qu'on est sur les hauts plateaux d'Arizona, hem et en même temps, voilà, un vent très fort qui souffle, peut-être des animaux, des oiseaux, des insectes, des lacs. Il y a pas de plénitude sans lac et sans altitude, de toute manière. Ouais, j'ai l'impression, que c'est aucune barrière parmi les éléments, c'est se laisser engouffrer tout entier dans le vivant. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est quelque chose qui nous paraît un peu lointain si on compare à nos vies à nous à l'époque, hein, mais en 2030 glorieuse, effectivement, on aura réussi à lui remettre peut-être, même avec certitude, plus de place à ce vivant pour qu'il nous surprenne par sa beauté au quotidien. Ouais, exactement. Je te remercie pour cet échange, Juliette. Merci Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!